Je suis Loane Lesmo, secrétaire du groupe d'action de l'Union populaire fontenaisienne et je suis également étudiante en sciences de l'éducation. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette réunion publique où nous avons l'occasion de mettre en lien les enjeux locaux fontenaisiens et les enjeux en lien avec les prochaines élections européennes. Dans le contexte actuel marqué par les défis sociaux, économiques, géopolitiques et environnementaux majeurs, il est crucial de nous mobiliser afin d'affirmer nos convictions et notre engagement en faveur de la justice sociale, de l'égalité et de la solidarité. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux, qu'il s'agisse de la crise climatique, de la montée de l'extrême droite ou des pressions économiques qui menacent les acquis sociaux. Les élections européennes revêtent une importance capitale car elles offrent une opportunité unique de façonner l'avenir de l'Europe dans une direction progressiste, inclusive et une Europe de la paix. Nous avons ce soir avec nous Aurélien Saintou, député insoumis des Hauts-de-Seine depuis 2022. Il mène une liste soutenue par ELLV, LFI et Génération aux élections municipales de 2020 à Montrouge. Nous avons aussi Anaëlle Huet, d'abord conseillère municipale à Montrouge, spécialisée en droit européen. Elle rejoint définitivement LFI en 2021. Elle était également candidate pour le 92 au sénatorial en septembre 2023. Ainsi que Maxime Da Silva, d'abord élu municipal LFI en Seine-Maritime, chef de file des Insoumis aux élections régionales en Normandie et candidat NUPES aux dernières législatives. Il est dans la vie professionnelle le responsable des ressources humaines et des événements du groupe parlementaire insoumis à l'Assemblée nationale. Eh bien, bonsoir tout le monde. C'est à moi qu'il est donné la tâche de commencer à parler. Donc déjà, je voulais vous dire que j'étais très heureux d'être ici ce soir avec vous à Fontenay-aux-Roses. Je voulais remercier tous les camarades qui ont permis que cet événement se tienne ce soir, les camarades des GA de Fontenay-aux-Roses, et je sais aussi que il y a des camarades un petit peu aux alentours qui ont prêté main forte, il y a des camarades de Montrouge, etc. Dans la salle. Pour commencer à vous parler un petit peu de ces élections européennes, j'aimerais qu'on se pose quelques questions. Pour commencer, qu'est-ce qu'un eurodéputé français? À quoi ça sert un eurodéputé français? Donc on sait qu'un eurodéputé français, ça siège au Parlement européen, on sait que ça vote sur des directives, sur des rapports, on sait aussi que ça fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Bruxelles, entre là où le député européen vit dans le pays et Strasbourg. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous les députés européens font la même chose au Parlement européen? Est-ce qu'il y a différentes manières d'effectuer son mandat? Est-ce qu'il y a des députés européens qui sont plus ou moins actifs, qui sont plus ou moins présents pour voter? En bref, est-ce qu'il y a des députés européens qui sont plus utiles que d'autres? Eh bien, je vous le dis, la réponse est oui. Et pour ça, j'ai regardé un petit peu du côté des amendements, qui est le principal pouvoir des parlementaires. J'ai regardé les amendements de Stéphane Séjourné, qui était un des chefs de file de la Macronie au Parlement européen, jusqu'à ce qu'il soit récemment nommé au gouvernement. Eh bien, Stéphane Séjourné, c'est 37% du nombre d'amendements de Manon Aubry au Parlement européen. Ça nous permet de tirer la conclusion suivante: un insoumis est aussi efficace que 3 macronistes. Si on regarde du côté de Raphaël Glucksmann, c'est 58%. On peut donc tirer une deuxième conclusion, c'est qu'il faudrait que les journées des socialistes durent 48 heures pour qu'ils soient aussi efficaces que les insoumis. Et alors là, la palme, c'est Jordan Bardella. Il représente 0,006% des amendements de Manon. Donc Manon Aubry est aussi efficace que 165 députés du Rassemblement national. Je vous donne ces chiffres parce que il faut qu'on les utilise sur le terrain. Quand on dit aux gens, comme c'est écrit sur nos affiches, qu'on leur demande le 9 juin de nous donner la force de tout changer, on dit aux gens qu'il faut envoyer un maximum d'insoumis au Parlement européen. Quand on dit aux gens que cette liste que nous portons le 9 juin est une liste de l'Union populaire, c'est pour leur dire que l'objectif des insoumis, c'est de faire rentrer le peuple dans les institutions. Hier, nous avons fait rentrer une aide-soignante avec Caroline Fiat. Aujourd'hui, nous avons fait rentrer Rachel Keke, ancienne femme de ménage,
Et demain, nous ferons rentrer Brahim Ben Ali, ancien chauffeur VTC. Et quand on demande aux gens également de leur dire « votez insoumis le 9 juin », dites-leur qu'à l'Assemblée, les Saint-Toul, les Panot, les Boyards, les Léaumans, les Bompard, ils sont pas là pour admirer les dorures des plafonds, ils sont là pour nous défendre et pour se battre, et je crois qu'ils le font avec brio. Dites-leur que nos députés insoumis, ils ont la tête dure, qu'on assume qu'ils ont la tête dure et que notre délégation actuelle au Parlement européen en est un très bel exemple. On peut dire qu'aujourd'hui, nous avons 4 fantastiques insoumis. Je vais les citer, Manon Aubry, Younous Omarjee, Leïla Chaibi et Marina Mesure. Pour vous parler rapidement un petit peu de qui sont ces eurodéputés insoumis qui nous représentent aujourd'hui au Parlement européen, avant toute chose, ce sont des militants de combat. Manon Aubry était, avant d'être élue, activiste chez Oxfam, où elle s'est battue contre l'évasion fiscale. Leïla Chaibi est une militante historique pour le droit au logement, où elle a fondé Jeudi Noir, un collectif qui occupait des appartements de riches propriétaires parisiens pour dénoncer les logements vacants. Younous Omarjee, numéro 2 de notre liste, était leader des mouvements contre la loi Devaquet, qui voulait mettre en place une sélection étudiante. Et je vois beaucoup de jeunes visages dans la salle. Ça fait aussi écho au combat qu'on mène aujourd'hui pour l'abrogation de Parcoursup. Et enfin, Marina Mesure est de longue date engagée contre le travail détaché, ce système qui permet de payer des cotisations sociales du pays d'origine pour les travailleurs et donc tout simplement de mettre ici en France, comme dans d'autres pays de l'Union européenne, l'exploitation des travailleurs en œuvre. Ces 4 fantastiques dont je vous parle, ils se sont fait remarquer au cours de leur mandat au Parlement européen. Si on prend l'exemple de Manon Aubry, Manon Aubry est aujourd'hui la plus jeune présidente de l'histoire du Parlement européen puisqu'elle préside le groupe de la gauche. Si on regarde du côté d'Younous Omarjee, c'est le président de la commission développement régional, une commission qu'on appelle communément la commission Régie, qui est une commission très prestigieuse et qui permet de mettre l'accent sur les territoires ultramarins dits d'outre-mer français, et avec cette France qui a cette particularité d'être présente sur tous les continents. Si on regarde Leïla Chaibi dans un autre registre, c'est la 4e eurodéputée la plus likée sur TikTok, sur plus de 700 eurodéputés. Alors ça peut faire sourire comme palmarès, mais c'est aussi ça le gage que donnent les députés insoumis lorsqu'ils se présentent aux élections, c'est que une fois élus, ils mettent toutes leurs forces pour pouvoir désenclaver les institutions, pour que une institution comme le Parlement européen, qui est très éloignée des citoyens et des citoyennes, puisse être accessible à toutes et tous, que ce soit depuis l'hémicycle ou depuis les couloirs ou les buvettes des institutions parlementaires. Et enfin, Marina Mesure, c'est celle qui fait un travail exemplaire dans le fait de fédérer les syndicalistes au-delà de nos frontières. Et on peut être très fier qu'aujourd'hui, Marina Mesure soit soutenue par des syndicalistes de 38 pays dans le cadre de cette élection législative, ce qui montre que la France Insoumise a une ligne de mire qu'elle respecte, c'est d'être tout le temps en soutien aux luttes et de manière efficace. Donc, l'objectif qu'il faut qu'on se fixe en ligne de mire, c'est que le 9 juin, ce n'est pas de seulement 4 fantastiques dont nous avons besoin. Mais on a besoin de 10 fantastiques, de 15 fantastiques, voire, et je dis peut-être pas ça de manière inconsciente, de 24 fantastiques. Car, vous le savez, vous pouvez le promettre sans en avoir peur sur le terrain, tous, au Parlement européen, nous mènerons des batailles importantes, à l'instar de celles que les 4 fantastiques dont je parle depuis tout à l'heure ont menées pendant 5 ans, et je vais vous en dire un mot pour aussi vous donner une boîte à outils visant à convaincre les gens d'aller se mobiliser. Petit aparté avant de parler du bilan ici de nos eurodéputés, c'est ça aussi qu'il se joue dans ces réunions publiques qu'on fait début avril ici à Fontenay-aux-Roses comme partout dans le pays. C'est que celles et ceux qui sont dans la salle, peut-être qu'il y a des personnes qui sont venues par curiosité et qui vont pouvoir avoir des informations pour, lors de leur repas avec Tata Jacqueline ou avec Tonton Michel, pouvoir utiliser les arguments qui sont développés ici pour pouvoir les convaincre d'aller voter le 9 juin. Et donc, pour revenir sur les choses dont on peut se targuer, les victoires, les combats de nos eurodéputés sortants,
Je vais commencer par Manon Aubry qui dirige notre liste et prendre l'exemple de son combat pour obtenir une directive sur le devoir de vigilance. Qu'est-ce que c'est cette directive? C'est une directive qui oblige les multinationales à respecter les droits humains et les droits environnementaux et qu'il y ait une fin de l'impunité de ces multinationales qui font ce qu'elles veulent avec les travailleurs et qui font ce qu'elles veulent sur leurs effets vis-à-vis de la planète. Cette directive, elle prévoit que les entreprises qui ne respecteront pas leurs obligations pourront se voir infliger de lourdes amendes pouvant aller jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires international. Cette affaire-là, moi, ça me fait penser à ce qu'on disait beaucoup, nous les insoumis, pendant la crise sanitaire, où on a vu le gouvernement Macron distribuer des aides aux entreprises à coût de milliards sans jamais regarder si les entreprises respectaient certaines conditions sociales ou certaines conditions écologiques. Et bien dites-le aux gens, ces milliards qui sont déversés aux entreprises, qui nous ont coûté très cher et qui aujourd'hui justifient le plan d'austérité que vous nous imposez le gouvernement, quand les insoumis seront au pouvoir, le ruissellement pour les riches, ça en sera terminé. Autre personne dont je voulais vous parler, c'est Younous Omarjee, qui est le député français qui a permis d'interdire la pêche électrique en Europe. Qu'est-ce que la pêche électrique? C'est une méthode brutale qui provoque des souffrances terribles et indignes pour les poissons. Et se battre contre la pêche électrique, je connais bien ça, moi qui viens de Seine-Maritime, un territoire où la pêche est très développée, et ben se battre contre la pêche électrique, c'est aussi lutter contre la disparition des pêcheurs artisanaux dans les zones où les méthodes de pêche étaient utilisées. Et puis interdire la pêche électrique, c'est aussi une mesure écologique, parce que l'électrocution du système marin, vous imaginez bien que lorsqu'on envoie du courant là-dedans, et bien après, ça élimine tout sur son passage et que ça n'épargne aucun organisme vivant. Vous en avez sûrement entendu parler d'une de nos autres eurodéputés et d'une de ses victoires, c'est Leïla Chaibi, qui est la députée française qui a obtenu la présomption de salariat pour les travailleurs ubérisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir imposer aux plateformes comme Uber de payer des cotisations sociales pour pouvoir défendre les droits des travailleurs ubérisés et qu'ils puissent avoir accès à ce qu'on a tous accès lorsqu'on est salarié du privé ou du public, de moins en moins malheureusement, mais je parle ici des congés payés, du droit au chômage, aux arrêts de maladie, à la reconnaissance des accidents du travail ou tout simplement de pouvoir cotiser afin d'avoir une retraite digne une fois sa carrière achevée. Comment Leïla Chaibi a procédé? C'est intéressant d'aller regarder de ce côté-là. C'est qu'elle a réussi à fédérer les travailleurs ubérisés au-delà des frontières. Elle a été discutée avec des salariés ubérisés de tous les États membres de l'Union européenne. Elle les a mis autour de la table. Et ça a permis de faire des convergences des luttes des travailleurs ubérisés à travers l'Europe qui se sont mobilisés contre la Commission européenne, contre les lobbies de ces plateformes qui voulaient absolument pas réguler le marché du travail en la matière. Et ils ont permis d'obtenir cette victoire. Je vous conseille d'ailleurs le livre Député pirate, qui est un livre que Leïla Chaibi vient de sortir sur la manière et les mécanismes utilisés pour pouvoir réussir à obtenir cette victoire. Je crois qu'elle fera sens et méthode pour tous les futurs eurodéputés insoumis lors du prochain mandat. Et je voulais dire ici que j'entends une petite musique depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, du côté de la liste du Parti Socialiste et de Place Publique, et dans la bouche de leur candidat Raphaël Glucksmann, qui se revendique de cette victoire. Eh bien, je veux dire à Raphaël Glucksmann deux choses. La première, cette victoire, c'est bien celle de Leïla Chaibi, et triste est celui qui essaye de récupérer le travail d'une femme dans une société aussi patriarcale. Mais la deuxième chose que je veux dire à Raphaël Glucksmann, c'est que avant tout, et on ne l'entend jamais dans sa bouche, cette victoire sur la directive permettant la présomption de salariés pour les travailleurs ubérisés, c'est d'abord la victoire des travailleurs ubérisés, et il n'a pas le droit de se l'approprier. Et j'espère bien qu'on aura Brahim Ben Ali au Parlement européen dès le 9 juin pour pouvoir le lui rappeler. Vous parlez enfin de, sans lui faire offense, celle qu'on pourrait appeler la petite nouvelle, puisqu'elle est arrivée seulement en 2022 au Parlement européen suite à l'élection de Manuel Bompard à Marseille. Et donc elle était la prochaine sur la liste, donc elle est arrivée au Parlement européen il y a seulement presque 2 ans.
c'est Marina Mesure qui, en seulement 2 ans, a réussi à s'imposer comme étant la députée européenne se battant pour le maintien des tarifs réglementés de l'électricité. Si demain, on va au bout du processus que veulent mettre en place les libéraux européens, et quand je dis les libéraux européens, on peut se dire que c'est un concept, mais les libéraux européens, c'est une traduction politique dans le pays. C'est Raphaël Glucksmann, c'est Emmanuel Macron, mais ça va jusqu'à Éric Ciotti en fait. D'accord ? Et tous ces gens-là gouvernent ensemble pour sortir des tarifs réglementés de l'électricité. Quelles conséquences ? C'est que ça va plonger l'Europe dans la logique des marchés, y compris pour ce besoin essentiel qu'est l'énergie. Et ça ne va absolument pas faire ce que nous devrions faire ici dans le pays, c'est-à-dire protéger les Français et les Françaises, les Européens et les Européennes contre l'inflation qui sévit ici en France et dans les autres États membres. Et il faut le dire aussi sur le terrain, parce que peut-être n'allez-vous pas voir que des habitants et des habitantes dans les quartiers, mais peut-être allez-vous croiser des commerçants, peut-être allez-vous croiser des élus locaux dans la campagne. Le combat qu'on mène pour le maintien des tarifs réglementés de l'électricité, c'est un combat, certes, pour notre portefeuille à toutes et tous, mais c'est aussi un combat pour les budgets des collectivités territoriales, donc pour les services publics locaux, et c'est aussi un budget également, évidemment, pour les commerçants qui souffrent de la situation depuis maintenant plus de 2 ans. Donc on va porter aussi dans cette campagne la volonté d'un retour dans les mains de la puissance publique de la gestion de l'électricité, de la production et de la vente de l'électricité, qui sera le seul moyen d'arrêter une situation sociale catastrophique que connaissent des millions de Français dans le pays et qui doivent souvent se choisir entre se nourrir ou se chauffer, entre se soigner ou se nourrir, ce qui est absolument insupportable. Donc n'hésitez pas les camarades à utiliser ces victoires, à utiliser ces combats et à ressentir un sentiment de fierté quand vous êtes sur le terrain, parce que vous êtes des insoumis, donc vous êtes des personnes qui sont représentées par des gens qui se battent tout le temps et qui obtiennent des victoires, donc ils le font avec talent et efficacité, et donc vous avez tous les arguments pour aller convaincre celles et ceux que vous rencontrez d'aller multiplier par 2, par 3, par 4, ou que sais-je, encore plus, notre délégation au Parlement européen. Soyez-en fiers et imaginez un instant si on venait renforcer ces 4 fantastiques grâce à la merveilleuse liste qui est présentée par la France Insoumise et l'Union Populaire à cette élection. Dites aux gens sur le terrain que le 9 juin, on doit élire Anthony Smith pour les droits des syndicalistes et la sécurité des aides à domicile. Dites aux gens sur le terrain que le 9 juin, on doit élire Rima Hassan pour le cessez-le-feu à Gaza et pour l'application du droit international. Dites aux gens sur le terrain que le 9 juin, on doit élire Damien Carême pour combattre le pacte européen asile et migration qui est juste un texte plus radical que le projet de loi raciste que vient de nous imposer Darmanin à l'Assemblée nationale. Dites-leur que le 9 juin, il faut élire Muriel Pascal, apicultrice, pour pouvoir promouvoir les filières bio et la transition écologique et paysanne. Dites-leur que le 9 juin, il faut élire Daniel Ibanez pour pouvoir s'opposer à tous les grands projets inutiles sur le territoire de l'A69 au faussement nommé contournement Est en Normandie. Enfin, dites-leur qu'il faut élire Emma Fourreau, bon déjà pour que les députés, pour que les militants insoumis aient une autre parlementaire dans leur région, on s'en réclame, mais surtout pour protéger nos écosystèmes marins, qui est un combat qui lui tient à cœur. Voilà, il faut aller dire partout sur le terrain des camarades que le 9 juin, on doit mettre un bulletin dans l'urne Union Populaire pour récompenser le travail sérieux des insoumis, dont je crois que je viens de faire une démonstration réussie. Le 9 juin, on doit mettre un bulletin Manon Aubry pour soutenir la combativité des insoumis, et Aurélien Saint-Toul en est un très bel exemple dans le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et enfin, le 9 juin, on vote pour la France Insoumise, tout simplement parce que commence l'après-Macron, parce qu'on ne peut pas laisser le chemin libre à l'extrême droite, et que pour cette raison, il faut demander aux gens de nous donner la force de tout changer. Et je vois plein de gens ici dans la salle qui sont prêts à le faire avec brio, donc on y va les camarades. Merci beaucoup Maxime. Alors évidemment, moi ça marche pas, c'est ça? Si, ça marche, vous m'entendez? Ah bah super, ah, top.
Je voulais m'associer à Maxime déjà pour remercier tous les camarades qui ont rendu cette réunion publique possible. Donc, merci à vous, merci à Maxime qui a déjà fait un beau travail pour vous expliquer en quoi c'était important déjà d'aller voter. Bon, je pense que vous en êtes déjà plus ou moins convaincus. Et pourquoi c'était important aussi de motiver les autres que vous allez chercher en porte-à-porte, mais aussi en diffusion, en collage, à aller voter. Donc moi je vais commencer en ajoutant un autre point qui fait que cette élection est particulièrement importante et qui est peu connue et dans lequel les parlementaires européens ont un rôle à jouer. Alors on m'a dit avant de commencer cette réunion, surtout tu commences pas avec la Commission européenne, tu vas perdre tout le monde, mais je vais quand même je vais faire ça. Voilà. Vous m'en excuserez. Donc c'est la Commission européenne et c'est pour ça que c'est important. Parce qu'en fait, il y a une élection, enfin semi-élection, qui arrive juste après l'élection du Parlement européen et qui est celle du nouveau collège des commissaires européens. Donc là, je fais une petite digression pour vous expliquer ce que c'est qu'un commissaire européen. Donc en général, quand on est arrivé à Bruxelles et qu'on a créé les institutions européennes, les États membres étaient un peu jaloux, et c'est normal, de leurs prérogatives. Donc ils ont dit on va pas appeler ça des ministres parce que ça pourrait porter à confusion, on va appeler ça des commissaires. Mais en gros, c'est la même chose. C'est comme quand ils disent directives et règlements, en gros c'est des lois. Bon, les juristes ici vont gueuler, mais en gros c'est des lois. Donc voilà, mais ça, ce langage, ces mots qui sont utilisés spécifiquement à Bruxelles, ils éloignent aussi le peuple de la décision qui est prise à Bruxelles et de ce qui se passe à Bruxelles. Donc c'est important de ne pas se laisser intimider par ces mots-là. Donc cette élection-là de la Commission européenne, c'est chaque État membre qui va venir et qui va dire moi, je vais nommer telle personne. Donc nous, on a un Français que vous connaissez peut-être qui s'appelle Thierry Breton, j'imagine que vous en êtes très très fiers, et donc qui lui représente la France à la Commission européenne. Mais en réalité, chaque pays nomme un représentant et ensuite ces représentants vont devant le Parlement européen pour être confirmés. Et le Parlement européen et les députés européens ont le pouvoir de ne pas confirmer cette nomination. Et c'est un pouvoir qui est très très important. Et il est utilisé assez fréquemment. En 2019, à la dernière élection, la personne qui avait été nommée par Emmanuel Macron, qui s'appelle, je ne sais pas si quelqu'un se souvient d'elle, non, Sylvie Goulard. Ah, bravo. Bon voilà, elle n'a pas fait une grande carrière après ça. Elle n'a pas été confirmée par le Parlement européen. Et Macron a dû revenir avec une deuxième personne. Et donc ça marche en fait. Les députés européens ont ce pouvoir-là et ils l'exercent. Et c'est important parce que la Commission européenne, après, pendant 5 ans, elle a le pouvoir. Et elle fait ce qu'elle veut. Parce que contrairement au niveau national, il n'y a que la Commission européenne qui a l'initiative législative. C'est-à-dire... Je règle. Donc c'est la seule à pouvoir proposer des lois. Et donc ça c'est important parce que certes le Parlement est co-législateur, comme l'Assemblée nationale et le Sénat sont des co-législateurs au niveau national, le Parlement européen est un co-législateur au niveau européen, mais c'est quand même la Commission qui décide. Et moi je l'ai vu, dans la présentation on a dit que j'étais spécialisée en droit européen, alors c'est vrai, mais un truc encore plus spécifique, c'est le droit européen des transports, c'est un peu niche, je vous l'accorde, mais voilà, donc moi j'ai vu de première main ce que ça donnait une commissaire européenne qui ne s'intéressait pas au transport et qui avait été mise là au transport. C'est une Roumaine actuellement, et en fait elle est arrivée en disant moi le ferroviaire c'est pas ma question c'est la route, et c'est les camions. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs qu'ils ont autorisé les super camions. Bon ben ça c'est elle. Et en fait ça change tout. Le commissaire européen va vraiment va mettre sa patte sur ce qui va sortir pendant 5 ans sur un secteur donné. Et dans le transport c'était particulièrement important parce que 80% de notre législation au niveau national vient de Bruxelles. Donc qui on a à la Commission européenne, c'est très important. Donc il faut voter pour des députés de combat qui vont dire non, qui vont dire on ne veut pas de votre candidate qui va privilégier la route. J'ai entendu à la Commission européenne un fonctionnaire européen dire ah ben c'est super, tant mieux, elle est enfin là, le ferroviaire a vécu pendant trop longtemps avec trop d'argent, on va enfin pouvoir donner de l'argent à la route. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe? Et dans le plus grand des calmes, et dans une opacité totale. Donc ça c'est très important. Et c'est aussi, par exemple, dans le milieu du transport, c'est l'ouverture à la concurrence du ferroviaire, dont je vais vous parler un peu plus on est là. Donc l'autre rôle pour les députés européens, c'est donc de voter les lois, de proposer des amendements, de valider ou pas la nomination des commissaires européens. Et c'est aussi, pour nous, pour nos députés, de démasquer les doubles discours. Parce qu'en fait, les macronistes, ils partent à Bruxelles et ils font leur affaire, et ils reviennent à Paris, ils disent c'est pas nous, c'était Bruxelles. Donc pour la concurrence, pour l'ouverture à la concurrence du ferroviaire, c'est exactement ce qui s'est passé.
Les Français sont partis à Bruxelles. Alors, je ne dirais pas quel Français, mais c'était en 2016. Donc, pour ceux qui connaissent assez bien la politique, c'était les socialistes. Bref. Donc, les socialistes sont allés à Bruxelles et ils ont dit voilà, nous, en gros, on voudrait pouvoir se passer de la légitimité du peuple. On ne veut pas l'accord du. On s'en fout, en fait. On sait très bien que si on fait ça, ils ne seront pas d'accord. Donc, on voudrait que Bruxelles nous l'impose. Comme ça, on peut dire bah, c'était pas nous, on voulait vraiment pas l'ouverture à la concurrence. Vraiment, on vous jure, l'ouverture à la concurrence, c'était pas pour nous. C'est Bruxelles qui nous l'a imposé. Donc on se retrouve avec une directive européenne qui ne s'applique en réalité qu'à la France. Voilà. Cette directive européenne, elle a été taillée sur mesure pour la France. Et tous les autres pays qui n'en voulaient pas ont obtenu des exemptions. Donc par exemple, la Bulgarie a dit « Moi, je voudrais une exemption pour mon territoire, parce que moi, l'ouverture à la concurrence, c'est pas trop mon truc. Donc ce que vous allez mettre, c'est à la dernière ligne, vous allez dire « Il y a une exemption pour les réseaux de moins de 5000 km. » Puis alors on regarde, on se dit « Mais c'est quoi, d'où ça sort ça? Pourquoi 5000 km ?» Bah, ça correspond à la taille de leur réseau. Voilà. Facile, comme ça. Il n'y a pas d'ouverture à la concurrence en Bulgarie. La Belgique a dit bah, jamais. Donc si c'est pour des questions, des caractéristiques un peu spécifiques du territoire, on a le droit de ne pas faire l'ouverture à la concurrence. Ok, c'est signé, la Belgique n'a pas le droit. Elle a le droit de ne pas le faire. Ou alors l'Italie dit ouais, moi je veux bien le faire, mais moi j'ouvre tout mon territoire à la concurrence en même temps. Donc il n'y a qu'une seule entreprise qui peut répondre, c'est l'opérateur historique. Bon, mais on a fait de la concurrence, ça marche. Voilà, donc tous les pays ont cherché à faire leur propre exemption. Il dit qu'il n'y a que les juristes qui rigolent, mais c'est pas vrai. Donc tous les pays ont cherché à mettre leur propre exemption, et le seul pays qui n'en a pas mis, c'est la France. Donc la France se retrouve à être le seul pays européen qui applique cette ouverture à la concurrence. Et ça, c'est important d'avoir des députés qui sont capables de dire c'est faux, ce qu'ils vous disent est faux. Quand Valérie Pécresse vous dit je n'ai pas eu le choix, j'ai dû ouvrir à la concurrence le réseau de transport public urbain de l'Île-de-France, c'est faux. C'est faux. L'Allemagne avait obtenu que ce soit possible de rester avec des régies publiques, comme on a aujourd'hui avec la RATP. Et si Valérie Pécresse le fait, et qu'elle se cache derrière Bruxelles, c'est parce qu'elle le veut, pas parce qu'on lui impose quoi que ce soit. Donc ça, ce double discours, c'est très important. Sur le congé de paternité, ça a été pareil. Le congé paternité, Macron est revenu en France en disant « Moi je veux le congé paternité », et c'est les autres pays qui bloquent. Mais c'est faux, c'était lui qui bloquait à Bruxelles. C'était lui qui bloquait sur cette question-là. Et on vous l'a déjà dit, Leïla Chali aussi s'est retrouvée face à un mur avec Macron qui, jusqu'à la dernière minute, ne voulait pas de cette directive sur les travailleurs ubérisés. N'en voulait pas. Donc ne croyez jamais ce qu'ils vous disent. Et le rôle de nos eurodéputés, c'est pas facile à dire, ce sera non seulement de tout changer à Bruxelles, mais aussi ici, en France, de nous montrer que les macronistes mentent, et ils mentent tout le temps, en fait, surtout. Voilà. Donc ça, c'était... Et ils mentent aussi parce qu'en fait, ce qui se passe en France, la libéralisation qu'ils promeuvent en France, ils veulent la promouvoir partout, dans tous les pays de l'Union européenne, parce que ça bénéficie à leurs amis, aux grandes entreprises que eux promeuvent. Donc Macron, il a fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette réforme, dans la loi Macron de 2015, cet article 4, il a libéralisé les autocars, le transport par autocar. Voilà. On a vu fleurir des entreprises un peu partout. Bon, à la base, il y en avait 5. Quand il a ouvert le marché, il y avait 5 entreprises. Nous, on lui disait, mais c'est bête, en fait, parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire dans les autocars. On a essayé et personne n'y est arrivé. Il a dit, non, vous allez voir, en ouvrant la concurrence, ça va être génial, il va y avoir des entreprises partout. Donc il y avait des dizaines de milliers de toutes petites entreprises d'autocaristes partout en France qui fonctionnaient très bien en service public. Et Macron a dit on va libéraliser, on en a introduit 5 grosses et elles ont bouffé le marché. Sauf qu'en fait elles se sont rendues compte que même en ayant bouffé le marché, il n'en reste plus qu'une centaine, et ben c'est pas rentable, elles n'arrivaient pas à faire d'argent. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles s'achètent entre elles. Et on termine avec une entreprise qui détient 90% du marché. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a privatisé, on a fait un monopole privé. Voilà, c'est ça qu'on a fait. On a recréé exactement les monopoles qui existaient avant, en service public, mais où l'argent allait au public, et on l'a privatisé, on l'a donné à une entreprise privée. La même qui avait fait exactement pareil 5 ans auparavant en Allemagne. Donc on le savait. Et les macronistes ont dit non, mais en fait, ça marchera en France. Donc voilà, ils ont fait ça en France, et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bah maintenant, comme on a des entreprises en France qui font de l'argent, il faut qu'elles aillent faire de l'argent ailleurs. C'est pas juste. Les autres marchés sont pas ouverts. On est là pour faire un marché unique. Donc il faut aller ailleurs. Donc Macron, il a poussé à Bruxelles un règlement qui ouvrirait tous les marchés des autocars dans tous les autres pays. Et là, on a eu de la chance parce que les Espagnols, ils ont dit non, ils ont fait chier. Enfin bon, c'était tout un truc. Voilà. Pour l'instant, c'est mort, mais à regarder. Voilà, donc ils font constamment ça. Non seulement ils importent
les meilleures idées pour libéraliser nos marchés, mais après ils vont libéraliser ceux des autres. Et ça, c'est pas acceptable. Et ça, on a besoin de députés qui nous le disent, qui alertent, et qui font comme ce que fait Marine Lemesure, qui vont voir dans les autres pays, qui leur disent « Attention, nous on a ça en France, et ça va vous arriver à vous aussi. » Bon, voilà, donc vous savez, notre objectif, c'est de gagner. Notre objectif, c'est de gagner toutes les élections. On se présente partout, même au sénatorial. On était là, voilà. C'était important. On a fait un très bon score. Ouais. Enfin, très bon score. Voilà. Notre objectif, c'est de gagner dans tous les lieux de pouvoir. Et j'espère qu'on a réussi à vous prouver aussi que Bruxelles, c'est un lieu de pouvoir. C'est un lieu de pouvoir qui n'est pas transparent. C'est un lieu de pouvoir où on a l'impression que la décision est prise très loin de nous et que c'est pas tout à fait évident de savoir comment il nous impacte. Mais c'est un lieu de pouvoir. Et nous, on a pour vocation d'aller dans tous les lieux de pouvoir et de leur montrer qu'on est capable j'allais dire gouverner, mais bon voilà, qu'on sait faire partout où on va. Et je pense que nos 4 députés, j'espère que Maxime nous en a convaincus, nous ont montré ça. Et donc l'idée, c'est d'aller en mettre encore plus au Parlement européen et de nous montrer comment on fait, et comment on fait de la politique, de la vraie politique, au service du peuple et pas au service des intérêts privés. Ça, c'est très important. Et donc si vous êtes convaincus qu'il faut nous envoyer, Maxime et moi, au Parlement, va falloir travailler. Parce que d'après mes calculs, il va falloir faire 90% pour me faire élire. Hein. Donc moi, j'espère que vous allez tous charbonner là, dans les prochaines semaines. J'espère vous avoir donné quelques éléments quand même pour aller vous motiver dans les porte-à-porte et dans les tractages. Et je vous dis en campagne. Alors, je vais essayer de mettre un chrono, parce que sinon, je me lance, et on ne sait pas quand ça finit. Donc, voilà. Comme ça, vous allez moins souffrir. Merci beaucoup à toutes et tous de l'organisation de cet événement, de cette rencontre, de cette réunion publique. C'est un moment important pour le lancement de cette campagne européenne. Merci évidemment aux militants, aux camarades qui ont organisé ce bon moment, et merci en particulier aussi à Annabelle, à Maxime qui sont ici et dont je suis très heureux de pouvoir dire tout le bien que j'en pense, parce que je les connais depuis quand même un paquet d'années maintenant et que je sais qu'ils sont à l'image, ils sont les dignes représentants de l'insoumission, de ce qu'on fait de mieux en fait parmi les militants insoumis. Ce sont des militants altruistes, courageux, ce sont des militants rigoureux. Alors effectivement, il faudra faire 90% si on veut qu'Annabelle gagne, donc même si je fais des compliments qui tomberont peut-être un peu à faux, puisqu'elle ne risque pas vraiment d'être élue, je trouve que c'est quand même fondamental de voir qu'ils sont ici avec leur personnalité, leur sympathie, leur sensibilité propre, leur technicité aussi, leur rigueur. Évidemment, vous en avez eu un échantillon, et je crois que c'est ça quand même qui caractérise l'insoumission. C'est une volonté de ne jamais se laisser intimider, de ne jamais se laisser déborder, de ne pas regarder ses souliers, et en même temps de ne pas non plus s'en laisser remontrer. On est tous capables, on est capables, on a nos idées, on a nos convictions, et on est en mesure aussi de leur tenir tête le moment venu, parce qu'il n'est pas vrai que les macronistes soient des gens plus capables que les autres, c'est pas vrai. La plupart d'entre eux, ils ont hérité ils sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Nous, on a fait nos preuves, on a fait nos gammes, on a travaillé, on s'est bougé pour aller convaincre les personnes autour de nous, nos concitoyens, et à la fin, ça produit des choses très importantes, très différentes. Maxime a évoqué mes collègues, Rachel Keke, même on peut citer Caroline Fiat, Sébastien Delogu, beaucoup de ces personnes qui sont très loin du monde politique ordinairement, ou que les différents partis politiques ont maintenu loin de la politique, eh bien ils sont représentés par l'insoumission, par la France insoumise, parce que nous avons vocation à n'être que le peuple, rien d'autre. C'était une citation de Robespierre qui disait « Je suis du peuple et je méprise tout, et je n'aspire à rien d'autre, et je méprise toute personne qui aspirait à autre chose que d'être du peuple. » Eh bien, c'est ça l'état d'esprit de la France insoumise, de l'Union populaire, et c'est ce que véhiculent les candidats à chaque fois. Alors j'ai déjà fait une longue introduction. Alors, commencez par vous dire pourquoi aller voter. Je pense que vous avez une petite idée, mais il me semble que ce qui est fondamental, quand vous allez voir toutes les personnes qui sont découragées, qui vous disent que de toute façon ça ne changera pas leur vie, d'abord, je crois que ça peut en partie changer leur vie. Annabelle l'a démontré,
Maxime aussi, ils ont donné tous les deux des exemples de ces victoires qui ne sont pas anodines, qui changent profondément, qui peuvent changer profondément les choses. Alors c'est long, ça a mis 5 ans effectivement pour que Leïla Chaibi arrive à faire rentrer ce droit des travailleurs ubérisés pour qu'il y ait cette présomption de salariat, mais c'est fondamental pour ceux qui sont dans cette situation. Aujourd'hui, il y a un combat qui se mène à Paris, c'est une société du type Uber, c'est les Just Eat. Eux, ils ont été liquidés parce que l'entreprise disait « Ah oui, mais alors il y a la présomption de salariat, du coup vous nous coûtez trop cher, on vous vire. » Mais là, il y a plus, cet argument ne va plus exister. Il n'y aura plus cette concurrence déloyale des uns et des autres. Donc ils ne pourront plus faire baisser les rémunérations au maximum jusqu'à ce que les gens soient pendus et qu'ils soient tellement dépendants d'un emploi parce qu'ils ont besoin de on leur donnera que des miettes. Donc ça va avoir un effet. C'est long à voir venir, mais ça a des effets et c'est pas un effet anodin. Et puis, il y a un effet politique. Politicien presque, on pourrait dire. Vous savez, en politique, quand on n'avance pas, on recule. Moi, je vous le dis, si vous n'allez pas voter, si vous ne faites pas voter autour de vous, le soir du 9 juin, le récit, il est déjà tout écrit. Dans tous les journaux, ils ont déjà préparé leur une. Leur une, c'est Le Pen. Ils ont ça dans leur tête. Ils adorent cette idée. Parce qu'ils savent que ça va leur faire vendre du papier. Donc ils sont prêts. Ils attendent qu'une seule chose, de pouvoir dire « Oh là là, 2027 c'est déjà plié, ça va s'organiser, ce sera un duel RN-macroniste. » Ils nous l'ont déjà fait 2 fois. Donc ils n'attendent que ça. Pour des raisons très simples. Ça leur permet de vendre du papier, ils n'ont pas besoin de réfléchir. Et en plus, pour un bon nombre d'entre eux, ils adorent le RN. Ils adorent l'extrême droite. Ça fait un moment qu'ils sont passés avec armes et bagages de ce côté-là de l'échiquier politique. Parce qu'en réalité, entre le macronisme bontain et le RN, maintenant, il y a de moins en moins de distinctions. Et que, évidemment, dans le système médiatique, tous ceux qui trouvaient formidable Emmanuel Macron, qui le trouvaient totalement nouveau, disruptif ou que sais-je, eh bien, finalement, ils trouvent que Bardella, il a un joli costume, il a une jolie cravate, il parle bien, etc., etc. Ils voient plus de différence. Et pour cause. On a eu Darmanin entre les deux. On a eu la loi immigration. On a tous les propos successifs, toutes les saloperies qu'ils nous disent successivement sur l'immigration. Tout le racisme qui suinte de tout le gouvernement. Et évidemment, quand on voit aujourd'hui certains sondages, il y a quelque chose de très frappant. C'est que la candidate macroniste, son score est très bas par rapport à ce qu'on pourrait espérer à leur place. Mais pourquoi ? Et parce que le score du Rassemblement national pour l'instant est élevé. Ce qui signifie que s'il y a des voix qui se sont transférées quelque part, ce sont bien des voix de macronistes qui se sont reportées sur l'extrême droite. Aujourd'hui, notre adversaire politique, il est là. Ce n'est même pas le macronisme, ce n'est même pas le lepénisme, c'est la fusion des deux. C'est la transformation de l'ensemble du pays en un pays où les idéaux républicains, humanistes, ceux qui s'accrochent mordicus à la devise liberté, égalité, fraternité, eh bien, ceux que nous sommes, eh bien, nous sommes mis en danger par cette coalition entre la grande bourgeoisie macroniste et, disons, la bourgeoisie et petite bourgeoisie qu'a réussi à agréger en partie autour d'elle Marine Le Pen. Donc on est dans cette séquence historique. Et même si l'élection européenne ne changera pas du tout au tout la vie politique de ce pays, ne leur donnez pas, ne leur faites pas ce cadeau de dire les jeux sont faits, 2027 c'est plié. Moi je me rappelle en 2021, ce qui se disait au moment où on préparait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. On lisait des articles de presse où il y avait des socialistes, des Verts, etc. Tous ceux qui ne voulaient pas de Jean-Luc Mélenchon et qui nous refont le coup aujourd'hui. Ils disaient, oh, on va passer par-dessus. Ouais, on va passer par-dessus l'élection présidentielle. Pour cette fois, c'est faux, c'est passé. Tant pis, on n'y arrivera pas. On essaiera pour 2027. Mais vous imaginez de dire ce genre de choses quand vous avez des convictions, mais quand vous êtes soucieux pour votre pays. Eh bien c'était ça leur petit calcul de boutique à ce moment-là, c'était de dire tout sauf Mélenchon,
Mais on peut sauter par-dessus la présidentielle et puis on trouvera bien un moyen de se recaser aux législatives, etc. Et le même genre de calcul de boutique a lieu aujourd'hui, ou a eu lieu ces derniers temps, ces derniers mois, pour entendre dire « Oh ben non, on va pas partir avec l'Union Populaire, on va pas continuer la NUPES. Parce que si on continue la NUPES, on risque de gagner. » Et si on risque de gagner, parce que c'est ça quand même le vrai calcul, c'est que si on risque de gagner avec la NUPES, si toute la gauche s'était présentée seule, ensemble, unis, pour aller boxer la Macronie, eh bien, aujourd'hui, dans les sondages, on serait en tête. Pas difficile, hein. Il suffit d'additionner, vous voyez, on est à plus de 25. Donc on est devant. L'histoire est complètement différente. Mais ça les arrangeait pas. Ils voulaient pas gagner. Ils voulaient pas gagner. Parce que gagner, ça voulait dire confirmer la stratégie de l'Union Populaire. Et l'Union Populaire, ils n'en ont jamais voulu. Voilà où on en est de la séquence politique. Alors j'ai déjà fait beaucoup trop de politique politicienne pour expliquer un petit peu de quoi il retournait et quels étaient les enjeux. Mais il n'y a pas eu d'élection dans ce pays depuis 2022. Ça va être la première élection pour sanctionner Emmanuel Macron. Vous avez deux possibilités pour sanctionner. Vous avez le bulletin du raciste, bien sûr qu'ils sont là. Et il y aura des gens pour aller prendre le bulletin du raciste et dire « Ah oui, le problème c'est les étrangers, on l'a bien vu. » Moi, en l'occurrence, je sais bien que les macronistes sont aussi racistes quasiment que les lepénistes. Hein. Donc, même ceux-là, ils se trompent. Ils sont même pas capables de le voir. Et puis, vous aurez le bulletin Manon Aubry, le bulletin de l'Union Populaire. Celui qui dit « Ah non, mais le problème, c'est pas l'immigré, c'est le banquier. C'est celui qui supprime l'impôt sur la fortune. C'est celui qui protège les dividendes. C'est celui qui empêche de taxer les multinationales. C'est celui qui décide de piquer l'argent des pauvres. C'est celui qui empêche les gens de vivre. Parce que, en quelques années, vous l'avez bien vu, l'effondrement du niveau de vie. Je ne parle pas de pouvoir d'achat, je dis niveau de vie. Parce que ce qui est en question, c'est notre capacité même à vivre dans les classes populaires, à boucler nos fins de mois, à boucler les fins de mois. Inflation, nous on dit plafonner les marges des entreprises dans la grande distribution. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une hausse des prix aussi incroyable, c'est pas un phénomène naturel comme une nuée de sauterelles qui s'abattrait sur nous. Non, c'est un mécanisme économique savamment entretenu par de grandes boîtes, des grandes multinationales et des sociétés de la grande distribution en majorité, qui augmentent leurs profits, qui augmentent leurs marges. Ah, écoutez, nous, on propose de réguler ça. On plafonne les marges. Les macronistes sont contre. Les lepénistes sont contre. Évidemment. Dès qu'il s'agit de protéger votre portefeuille, notre portefeuille, il n'y a plus personne. Ils ne savent dire qu'une chose, c'est la faute des étrangers. Nous, on avait proposé le repas pour les étudiants à 1 €. Alors les étudiants, c'est pas tous les jeunes. Je me rappelle de ça. Il y a des classes populaires qui ne sont pas toujours étudiantes. Mais bon, repas à 1 € pour les étudiants. Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ah non, on va pas faire ça. Ça coûtait quelques dizaines de millions, pas grand-chose. Parce que, en réalité, le PIB de ce pays, c'est-à-dire la richesse de ce pays, c'est 2000 milliards. 2400 milliards, en fait, on va augmenter. Donc on est à plus de 2200 milliards, 2400. Donc, quand je vous dis quelques dizaines de millions dans le budget, c'est pas grand-chose. Hein. Eh bien, les macronistes ont eu le toupet de nous expliquer « Ah non, le repas étudiant à 1 € qui permettrait aux étudiants de ne plus être dans les files d'attente des soupes populaires, eh bien on va pas le faire parce que c'est injuste. » Accrochez-vous, c'est injuste. Et oui, vous comprenez, à 1 €, ça veut dire que les enfants de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, auraient accès éventuellement à un repas au même prix que l'étudiant boursier. Eh bien d'abord, je dis tant mieux. Si les enfants de Bernard Arnault fréquentent les Crous, c'est qu'on les mange bien. Et
Deuxièmement, je leur dis, c'est insupportable que vous foutiez de notre gueule de cette façon. Les enfants de Bernard Arnault, ils mettent pas les pieds au crous, ils n'ont pas de problème de fin de mois, et que tout le monde soit privé de la possibilité de manger correctement, au prétexte que ça pourrait bénéficier aux enfants de l'homme le plus riche du monde, c'est purement écœurant. Et vous vous rendez compte qu'ils peuvent avoir ce toupet de nous dire ça, quand dans le même temps, aujourd'hui, vous avez Bruno Le Maire qui envisage ce qu'il appelle la TVA sociale. Alors s'il y a une chose que je veux réussir ce soir, c'est à vous expliquer pour de bon que la TVA sociale, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Je pense qu'un certain nombre, un bon nombre d'entre vous en a déjà conscience. Mais qu'est-ce que c'est que l'idée de la TVA sociale? Pour être bien au clair là-dessus, il faut distinguer deux choses. Les impôts, bon, vous payez des impôts, ça va à l'État, et l'État utilise cet argent pour payer des fonctionnaires, des services publics, etc. Bon. D'une manière générale, les macronistes n'aiment pas ça, ils détruisent le service public et ils réduisent les impôts des plus riches. Bon, ça c'est la première logique. Il y a un deuxième type de financement, les cotisations, et là ça sert à financer la protection sociale. Donc assurance chômage, assurance maladie, assurance vieillesse. Voilà. Donc c'est deux circuits de financement distincts. Je schématise. Eh bien, la TVA sociale, c'est l'idée qu'on va transformer du financement de protection sociale, qui passe par des cotisations normalement, en impôt. C'est-à-dire qu'on va utiliser la TVA, on va l'augmenter, et qu'à partir de ça, on financerait la protection sociale. Normalement, c'est deux secteurs séparés. Alors quel est l'intérêt, direz-vous? Aucun, si ce n'est faire réduire d'une part la protection sociale, parce que la protection sociale, c'est de l'argent mis en commun. En gros, on met de l'argent dans une tirelire, et le jour où vous êtes malade, on ne vous demande pas combien vous avez mis dans la tirelire, on vous demande de quoi vous avez besoin. Et on vous paye votre traitement. Vous avez un cancer, ça prend un traitement cher, bon, bah c'est pas grave, vous avez cotisé, et donc, c'est ceux qui ne sont pas malades qui payent pour celui qui est malade. C'est comme ça qu'on fonctionne. On met en commun. L'impôt, ce sera plus compliqué. Ça ne fonctionnera pas tout à fait comme ça. Simplement, ils diront, ah, il faut augmenter ou varier les impôts. C'est tout. Le fait est que, à partir du moment où vous remplacez la cotisation par de la TVA, pourquoi ils veulent faire ça? Ils commencent par vous dire, ah oui, mais le montant des cotisations, vous ne l'avez pas sur votre fiche de paye comme du salaire net, c'est pas sur le chèque à la fin du mois. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de le mettre sur le chèque à la fin du mois. Ah. Vous allez voir les membrouilles. C'est que si vous le mettez sur le chèque à la fin du mois, ils vont baisser les prestations sociales. Premier point. Donc vous allez devoir payer au lieu d'utiliser l'argent de ma petite tirelire tout à l'heure. Quand vous aurez un gros problème, bah en fait, le montant des cotisations ne sera pas assez élevé, et donc vous serez obligé de payer plus cher. Alors que la protection sociale, ça reposait sur un système de partage du fardeau. Et puis, le problème, c'est que si vous voulez augmenter, si vous voulez quand même compenser ces dépenses par de la TVA, alors l'argent que qu'on vous a redonné, ben vous allez le repayer dans la TVA. Et oui, parce que si on vous augmente la TVA, parce qu'on a perdu disons grosso modo 60 milliards dans la cotisation, eh bien vous allez avoir 60 milliards à récupérer par de la TVA. Et comment on fait? Ben, on augmente la TVA. Et comment on fait pour augmenter la TVA? Ben, on la passe de 19 à 29. Or, tout le monde sait, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, que la TVA, précisément, c'est l'impôt le plus injuste. Exactement pour le même raisonnement que pour les enfants de Bernard Arnault et le repas à 1 euro. Parce que quand vous êtes riche, bah, en fait, on n'a qu'un estomac dans la vie. Donc même quand on a envie de bouffer des choses incroyables, la dépense alimentaire, elle représente qu'un petit pourcentage de la totalité des revenus des riches. Alors que si vous êtes à tirer le diable par la queue et que vous n'avez presque rien, eh bien dans votre budget, l'essentiel de votre dépense, elle va pour la survie. Par exemple, les dépenses alimentaires. Donc, quand sur
votre budget, on prend 30% dans de la consommation, bah, forcément, la part de l'impôt, la part de la TVA que vous donnez est beaucoup plus importante. Dit autrement, normalement, les impôts, ils sont progressifs. Évidemment, quelqu'un qui gagne 100 millions, le millionième euro n'a pas la même valeur que le premier. Donc, on a un impôt progressif. Si là, vous avez une TVA qui s'applique avec le même taux pour tout le monde, et bien vous êtes tous piqués de la même façon. C'est-à-dire que les riches payent beaucoup moins. Bref, je ne m'attarde pas trop là-dessus parce que je fais déjà long et que j'ai quand même à vous parler de pas mal de choses. On est entre nous, voilà. Donc vous avez toute une série d'horreurs qui sont inventées en ce moment même par les macronistes ou réinventées, sorties des tiroirs. C'est vraiment le concours Lépine du massacre social. Donc soit on les laisse faire, soit on utilise l'élection pour leur dire vous n'avez pas de légitimité. Plus on leur mettra une tôle à cette élection, moins ils auront la légitimité pour faire passer ces textes. Je pense que dans le rapport de force, ça vaut la peine de jouer. Ça vaut d'autant plus la peine de jouer que parmi les sujets, évidemment, qui sont devant nous, il y a la question de la paix et de la guerre. Et que je vous rappelle que l'on est dans un pays et sous une constitution, dans une république, qui donne au président de la République un pouvoir totalement exorbitant en matière de guerre et de paix. L'article 35 de la Constitution permet au président de la République d'engager la force, c'est-à-dire d'envoyer des soldats à l'étranger, sans rien demander à personne. Si au Premier ministre, il lui dit « j'ai décidé, maintenant il faut que tu le fasses ». C'est pas exactement une demande. Eh bien, si demain Macron décidait d'envoyer des soldats en Ukraine, il pourrait le faire. Et il aurait 4 mois avant de consulter l'Assemblée nationale. S'il le faisait, qui, après 4 mois, pourrait reculer? Qui, après 4 mois, pourrait dire « non, bah écoutez, c'était de la blague, on voulait pas, on ramène les gars, etc. » Vous savez bien que c'est pas possible. Que si vous n'envoyez pas aujourd'hui ce signal, si vous n'utilisez pas cette élection pour dire à Macron vous n'avez pas la légitimité suffisante pour vous engager dans le genre de folie que vous avez annoncé, en affirmant il n'y avait pas de consensus entre nous, mais en dynamique, les choses pourraient changer. Je le cite, hein. Il nous a quand même expliqué ça, le président de la République, chef des armées, tout ça, il nous a dit alors voilà, on était avec nos alliés européens, on s'est demandé si on pouvait envoyer des soldats au sol en Ukraine, on n'était pas tous d'accord, mais il faut rien exclure. Voilà ce qu'il nous a dit, il faut rien exclure. Eh ben si, nous on l'exclut. Et pas parce qu'on est des lâches, contrairement à ce qu'il affirme, mais parce qu'on est des gens sérieux, parce qu'on est des gens cohérents, et que ces sujets-là, on ne les traite pas juste pour faire plaisir, un jour à l'un, un jour à l'autre, juste pour essayer de de former une coalition au Parlement européen avec les macronistes polonais ou les macronistes roumains. Le problème n'étant pas qu'ils soient roumains ou polonais, hein, le problème étant qu'ils soient macronistes, évidemment. Eh bien, c'est quand même de ça dont il est question. Quand il arrive en nous disant « en dynamique, les choses pourraient changer », ça veut dire en cas d'escalade, on est tout à fait résolu à participer à l'escalade. Chapeau. Vraiment, très belle, superbe idée. Non, Monsieur le Président, en cas d'escalade, nous sommes des gens sérieux et raisonnables, nous participons à la désescalade. Parce qu'on n'envoie pas des troupes. On n'envoie pas des troupes face à une puissance nucléaire. Nous sommes une puissance nucléaire, nom de Dieu. Donc on réfléchit pas comme si on était un État parmi les autres. On n'est pas un État parmi les autres. Si c'est leur ambition, ils peuvent essayer. Mais nous, on n'acceptera pas. Nous, on a vocation, en tant que Français, à porter une parole singulière et pas à être simplement le chef de la bande, même si la bande est européenne. On ne fera pas ça. On ne joue pas. Et quand on dit qu'il faut faire la paix désormais entre l'Ukraine et la Russie, c'est pas parce qu'on est idiot, c'est pas parce qu'on n'a pas vu que Vladimir Poutine avait agressé. Bien sûr qu'on l'a vu. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Lui balancer une bombe atomique sur la tronche? Bien sûr que non, c'est pas une option. Vous voulez que on escalade
lui et nous. Bah non, on réunit tout le monde et on se redit encore une fois, on réessaye, on se dit où est-ce qu'on est capable de faire émerger du droit là où il n'y a plus que des rapports de force. Alors on a proposé, nous on a dit, regardez, la centrale de Zaporizhzhia, centrale nucléaire, c'est de l'intérêt de tout le monde. C'est pas juste une affaire de conflit entre Russes et Ukrainiens. À Zaporizhzhia, ce qui se joue, c'est quand même au moins l'avenir de toute l'Europe. Si ça saute, on se retrouve avec quelque chose qui ressemblera quand même un petit peu à du Tchernobyl. Pas tout à fait quand même, parce que je suis un gars extrêmement rigoureux et je vous dirais que normalement les cœurs fusionneront pas, etc. Mais enfin, j'ai quand même pas envie de voir à quoi ça va ressembler. Donc on a la possibilité de dire, on vous oblige à vous réunir, vous vous mettez autour d'une table et on trouve une solution. On sécurise. On met cette zone en particulier sous protection internationale. Ah, ils seront peut-être pas d'accord tout de suite. Mais il faut qu'on y arrive. Et si vous commencez à dire que non, il n'y a rien à faire, de toute façon, il faut qu'on gagne cette guerre face à la Russie, mais marche devant. Raphaël, si tu m'entends, marche devant. Si tu sais à quoi ça ressemble la victoire face à la Russie de Poutine, très bien, dessine-nous-le. Mais la réalité, c'est qu'ils ne savent pas à quoi ça peut ressembler. Parce que si on savait gagner face à la Russie, bah, y a un petit moment qu'on l'aurait fait. Parce que figurez-vous que nous seulement, on a versé de l'argent, on a fourni du matériel, mais que on n'est pas les plus gros dans cette affaire. Ceux qui s'en sont occupés, ils ont une certaine expérience en la matière, ce sont les Américains. Alors ils ont plein de défauts, les Américains. Mais d'une certaine façon, ça reste quand même les plus forts de la cour de récréation. Donc si eux, ils n'ont pas réussi jusqu'à présent, on peut faire les malins. On peut aider les Ukrainiens à tenir. Et aidons-les à tenir. Il n'y a aucun problème avec ça. Résister, c'est un droit des peuples. C'est pas nous qui allons commencer à critiquer la résistance. Que ces gens résistent, c'est admirable. Mais il ne faut pas non plus s'imaginer qu'avec nos petits bras musclés, avec 20 000 boys à nous, sur le terrain, on arriverait à renverser les choses. Et pourquoi, en plus? Parce qu'ils font les malins, avec des fariboles. Ils bombent le torse, et ils nous disent on est passé en économie de guerre. 25 minutes, je vais vous tuer. Mais on est passé en économie de guerre. Mais incroyable. Le secrétaire de la commission de la défense que je suis, Mazette, vous le dit. Pourquoi ils bombent le torse comme ça? Mais parce que ça fait 15 ans qu'ils ont coupé dans les dépenses. Et que, aujourd'hui, ils s'en mordent tellement les doigts qu'ils essayent de faire un peu de vent. Ils essayent de faire oublier. Forcément, vous imaginez. C'est sous Sarkozy qu'ils ont commencé à sabrer le plus dans les dépenses des armées. À cette époque-là, ah là là, on était bien seul à gauche. Je sais, j'étais déjà mélenchoniste. On était bien seul à gauche à envoyer des communiqués de presse en disant « Ah non, non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, vous allez vendre, par exemple, le Val-de-Grâce. » Ah oui, le Val-de-Grâce a été vendu, ouais. Désaffecté. C'est dommage parce que c'était de la médecine militaire. Et si on se prépare à faire une guerre, bah, peut-être qu'il faudra un hôpital militaire. Je ne dis pas qu'on veut faire la guerre. Hein. Je dis que quand on veut être cohérent, il vaut mieux avoir des moyens, un service de santé qui fait des choses. Et bien ça, plus rien. Et d'ailleurs, on s'en est rendu compte parce que pendant le Covid, on a eu droit à toute une grande opération. On nous expliquait que l'armée, on avait appelé l'armée. Vous savez, c'est comme dans les westerns, on appelle la cavalerie. Bon, bah, de toute façon, ce gouvernement, quand il ne sait pas quoi faire, il appelle l'armée. Ça arrive un peu trop souvent. Et donc, ils disaient, ah non, mais Covid, grosse opération, ils l'ont appelé Morphée. Je sais pas si vous l'avez. Morphée, hein, dieu du sommeil. Bon, ils ont un imaginaire qui est un peu spécial, c'est l'inconscient qui parle. Donc, Morphée, ils ont déployé ce qu'ils appelaient un hôpital de campagne. Voilà. En fait, on était au maximum de nos capacités en matière sanitaire militaire. Je plaisante pas, hein. C'est pas drôle d'imaginer ça. Ces mecs-là qui vous disent « On est passé en économie de guerre, cocorico !» On n'est toujours pas foutu de faire plus qu'un hôpital de campagne, un module de ce genre. Il y a quand même un os. Venez pas nous expliquer que c'est nous qui sommes défaitistes. C'est vous qui êtes des branquignols. C'est ça la réalité. Et alors, évidemment, je rentre pas dans le détail des fariboles de l'économie de guerre en vous parlant
d'autres sites industriels qu'ils ont laissé péricliter, mais je pourrais. Remerciez-moi de vous épargner ça. Évidemment, je ne peux pas conclure sans vous parler de Gaza. Parce que aujourd'hui, c'est devenu un point qui cristallise évidemment le débat public, mais j'ai envie de dire la conscience humaine universelle, qui s'arrête complètement stupéfait et d'une certaine façon anéanti de voir le massacre. Et de voir aussi la totale passivité de celles et ceux qui se font pourtant les champions des droits humains. Rendez-vous compte, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction internationale, se prononce et dit: il est probable, plausible, que en ce moment même ait lieu un génocide à Gaza. Comment une telle décision, prise y compris avec le vote d'un juge israélien, comment une telle décision n'a-t-elle pas résonné comme une espèce de coup de tonnerre dans le débat public national et international? Comment il n'y a pas eu une espèce d'interruption de tous les programmes télé? Vous savez que j'aime la télé. Pourquoi vous n'avez pas eu une édition spéciale? Enfin, rendez-vous compte, on parle d'un génocide. C'est plausible. Des milliers de civils, femmes, enfants, vieillards, mais aussi des hommes, parce que, évidemment, on peut être un homme civil. Oui, mais on l'oublie souvent, parce qu'on dit des femmes et des enfants et des vieillards, mais enfin, les hommes n'ont pas plus le droit méritent pas plus de se faire assassiner que les autres. Et rien. Rien. Imaginez, j'ai pas envie de comparer, mais rendez-vous compte. Faites la liste des génocides dont vous connaissez l'existence. Demandez-vous à quoi servaient les commémorations auxquelles vous avez participé, auxquelles vous avez assisté. À quoi servait de mettre Manoukian au Panthéon avec toute la première partie de la cérémonie, qui était belle d'ailleurs, qui évoque le génocide des Arméniens et qui dit plus jamais ça. Mais bon sang. Mais si vous pensez un quart de ce que vous affirmez à propos de plus jamais ça, mais bougez-vous, bon sang. Faites quelque chose. Ne vous contentez pas de dire oui, mais le 7 octobre était atroce. Oui, le 7 octobre était atroce. Mais vous pensez racheter une atrocité par une atrocité, une injustice par une injustice. Vous pensez semer autre chose que de l'horreur et de la terreur avec de l'horreur et de la terreur? Bien sûr que non. Quelle force politique dans ce pays se porte à la hauteur des circonstances historiques que nous traversons? Lesquelles? Dites-le moi. Lesquelles sont capables de regarder cette réalité en face et de dire « je ne laisserai pas passer, je ne serai pas complice de ça ». C'est incroyable. Le ministre des Armées, dont on a beaucoup dit que je l'appréciais trop, le ministre des Armées, je lui ai demandé, est-ce qu'on livre des armes à l'armée israélienne? Et il m'a répondu non, vraiment je vous rassure, les armes, il y en a. Mais ce qu'on livre, c'est des petites pièces, c'est pas des trucs qui tuent, c'est des petites pièces, c'est pour de l'industrie, et c'est pour des appareils qui vont être exportés. En gros, c'est bon pour leurs affaires, mais c'est pas vraiment. Mais ils l'utilisent pas pour tuer des Palestiniens. Et puis, il y a quand même un plus, c'est du matériel pour protéger. Il y a ce qu'on appelle le dôme de fer, donc c'est une protection anti-roquette.
je lui pose cette question, 10 jours plus tard, on découvre que, en fait, parmi les petits trucs qui tuent pas, non, effectivement, ça tue pas directement, il y a des petites languettes qui servent à faire des cartouchières. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de languettes, il n'y a pas de cartouchière, donc il n'y a pas de cartouche, donc il n'y a pas de fusillade. Et le fournisseur est français, et il fournit l'armée israélienne pour faire ces fameuses cartouchières. Et ils ont le front, ils ont l'audace de nous dire « Ah non, 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 non ! Ces petites pièces indispensables à la confection des cartouches, eh bien, elles ne sont pas utilisées pour le matériel qui va être utilisé par l'armée israélienne, mais pour d'autres clients de cette industrie. » Mais, encore une fois, de qui ils se moquent? Ça veut dire qu'à l'usine, en Israël, quand ils font les cartouchières, ils stockent une partie, ils en font 100 000, disons, ils en mettent 50 000 de côté, ils disent « Ah, ça c'est 50 000 avec une pièce française, c'est pour nos clients à l'international, puis ça c'est 50 000 avec une autre pièce qui n'est pas française, allez savoir pourquoi, et ça c'est pour les nôtres. » Mais qui peut imaginer qu'une entreprise achète 2 stocks différents de pièces de cette nature pour avoir 2 stocks différents? S'ils ont un bon fournisseur, qui est forcément le moins cher à leurs yeux, ils utilisent un seul fournisseur et ils ne font pas des petits morceaux. Ils ne font pas 2 paquets différents, ça n'a pas de sens. Donc ils se moquent de nous. Ils nous ont menti, délibérément. Comme ils mentent sur tout, tout à l'heure, Annabelle disait, ils mentent sur tout. Et si vous n'êtes pas convaincu de cette vérité, c'est qu'ils, vraiment, je vous demande, moi je suis un gentil garçon. J'ai toujours eu du mal à admettre que les autres pouvaient mentir comme des arracheurs de dents. Mais je vous jure, d'expérience, qu'ils mentent tout le temps. Tout le temps. Voilà. J'avais encore 1 millier de choses, hein, vous voyez, sur la façon dont ils portent atteinte à toutes nos libertés, à la façon dont ils copinent les uns les autres et ils se protègent avec l'acquittement de Dupond-Moretti par la Cour de justice de la République, la façon dont ils diabolisent en nous appelant éco-terroristes quand on proteste contre les méga-bassines. J'ai déjà évoqué la question du racisme, la façon dont ils copinent, évidemment, dans les médias. Hein. Mais je ne vais pas vous parler de ma commission d'enquête, ce serait trop long. Et puis je vais réserver mes conclusions pour le rapport, parce qu'il paraît qu'il ne faut rien dire de ce qu'on pense avant d'avoir rendu un rapport, parce que sinon ça serait devenu partial. Rassurez-vous que je suis partial, j'avais déjà un avis sur le sujet. Et je vais finir avec une conclusion un peu classique. Aujourd'hui, c'est le 9 avril, et c'est l'anniversaire de Léon Blum. Eh bien, je vais vous citer Léon Blum, qui dit une chose très vraie, savoir que toute société qui prétend offrir aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. Et c'est à ça qu'on continue de s'affronter. Merci pour ces 3 interventions. Si vous avez des questions, je vais vous passer le micro et n'hésitez pas. Oui, je voudrais savoir ce que fait le mouvement concernant le fédéralisme dont il se fait le champion, Macron, et qu'il se voit déjà comme président de l'Europe. Bonsoir. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est juste un complément de ce que vous venez de dire et de ce que vient de très bien exprimer Aurélien sur la question palestinienne, qui, je pense, aujourd'hui revêt une importance cruciale et c'est un point de focalisation de ce qui se passe avec ce capitalisme violent et internationalisé, où vous avez, comme tu le disais, une série de pays et d'institutions internationales qui défendent la démocratie, qui s'appuient sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., un certain nombre de textes. Mais on assiste aujourd'hui au premier génocide du XXIe siècle
Et tous ces gens-là, soit sont impuissants, soit détournent la tête. Sauf, et je dois le reconnaître, quand même, certains insoumis. Il y a quand même en France une organisation politique qui, dès le premier jour, a exprimé une vision claire sur la question et continue de l'avoir aujourd'hui. Et je pense qu'il est extrêmement important que soient élus au Parlement européen des députés qui puissent porter cette voix et influer sur la position de l'Europe de façon à ce qu'elle revienne dans une position humaine. Parce qu'il s'agit là quand même de l'avenir de l'humanité qui se joue. Si on laisse faire ce qui se passe actuellement, mais où va l'humanité? Il n'y a plus de droit international, il n'y a plus de respect des droits de l'homme et de la femme. Alors, qu'est-ce que c'est l'humanité? Alors moi je vais répondre à la question technique, j'annonce. Donc sur la question du fédéralisme, c'est pas vraiment une question, c'est pas une compétence du Parlement européen. C'est-à-dire c'est pas le Parlement européen qui va changer les institutions de l'Union européenne, c'est les États membres. Donc en fait cette question du fédéralisme, elle va se poser au moment des élections législatives et de l'élection présidentielle française. Et donc c'est Macron aujourd'hui qui peut déjà commencer un processus de modification des traités de l'Union européenne qui pourrait aboutir à une forme plus fédérale. Mais c'est pas ce qu'il fait, et vu ce qu'il a à faire encore dans son programme, je ne pense pas que ce soit sa priorité. Donc s'il voulait vraiment avoir une Europe fédérale, il l'aurait commencé en tout début de mandat, du premier mandat même, parce qu'il faut bien 10, 15 ans, voire 20 ans pour faire évoluer les traités, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc c'est pas tout à fait au programme. Et la plupart des pays européens sont pas méga motivés pour réouvrir les traités non plus. Voilà. La dernière fois qu'on a utilisé le traité, c'était pour partir. C'est le Royaume-Uni qui a dit en fait, je me casse. Donc bon, je pense que s'il a l'ambition, et c'est vrai qu'il est jeune, donc peut-être qu'il pourra voir l'avènement d'une Europe fédérale et devenir président, je pense qu'il est plus probable qu'il veuille devenir commissaire européen. Et qu'il devienne commissaire européen et qu'il est, voilà, ou même président de la commission, à la limite. Pas de suite, mais ouais. Donc ça c'est sur la réponse du fédéralisme. C'est hyper motivant politiquement, je sais. La question sur le fédéralisme, évidemment, elle concerne Macron. Je pense qu'elle a deux niveaux. Elle a un niveau sur le fédéralisme revendiqué. L'idée que c'est vers ça qu'on doit aller, que c'est un programme politique. Ça concerne peut-être pas Macron directement. Macron ne dira pas qu'il est fédéraliste. Il y a d'autres forces qui disent qu'elles sont fédéralistes. Il me semble, je ne veux pas lui faire de procès d'intention, mais que Raphaël Glucksmann dit qu'il faut faire un saut vers le fédéralisme. Et ça, c'est pas un petit sujet. Les Verts, évidemment, sont favorables à ça. Donc, c'est l'une des raisons peut-être de fond, parce qu'il y avait beaucoup de prétextes, mais peut-être que c'est la raison de fond pour laquelle on ne pouvait pas être candidats ensemble. Après, ils l'ont jamais vraiment dit. Mais je crois qu'il faut qu'on mène, nous, cette critique quand même sérieusement. Le fédéralisme européen, c'est l'effondrement des États-nations. Aujourd'hui, c'est le cadre dans lequel s'exprime la démocratie. De façon très imparfaite, quand c'est la démocratie du 49-3 ou la démocratie des décrets de Gabriel Attal. Néanmoins, imaginez qu'on puisse faire le saut du fédéralisme comme dit Glucksmann, ça veut dire qu'on considère que déjà que pourrait être la France dans une Europe fédérale. Est-ce qu'elle siégerait encore au Conseil de sécurité des Nations Unies? Déjà, il y a peut-être un os. Donc, on voit que ça suppose de renoncer à beaucoup de choses du point de vue démocratique, du point de vue de la singularité qu'on espère continuer à représenter d'une manière assez consensuelle, j'ai envie de dire, dans le public français. Je ne pense pas que les Français se considèrent être
soluble, on peut dire, dans l'ensemble qu'est l'Europe, même s'il y a un ensemble européen, et que l'une des grandes raisons pour lesquelles, et là on passe au deuxième niveau, celui du fédéralisme pas complètement assumé mais projeté, qui effectivement est quand même très présent dans le discours macroniste, comme tu l'as souligné, c'est celui du discours par exemple qu'il a fait à la Sorbonne, qu'il a fait à Athènes au début du mandat précédent. Bien, pourquoi il y a cet objectif fédéraliste? Parce que faire s'effondrer d'une certaine façon, démanteler les États, c'est démanteler des résistances à la dérégulation, à la libéralisation. Les États, c'est, comme l'a dit Annabelle tout à l'heure, elle a donné des exemples qui étaient très parlants. Le petit État bulgare, le petit État belge, on finit par dire non, en fait vous êtes gentil, mais on va pas libéraliser. Donc à chaque fois qu'on vous dit non, mais il faut fédéraliser, bien souvent, alors vous avez ceux pour qui il y a une espèce d'utopie un peu généreuse en disant à ma foi, moi je veux construire un ensemble géopolitique cohérent et parce que je me sens très proche et de tous les Européens, donc des Polonais, des Allemands, des Italiens, et faisons une espèce de ronde, une grande ronde fraternelle. Il y a ce truc un peu irénique, hein, mais pourquoi pas? On a le droit d'avoir quand même une conception fraternelle de l'Europe, c'est pas grave. C'est un peu irréaliste, mais pourquoi pas? Mais souvent, le sous-texte ou l'intention cachée, c'est casser tout ce qui protège les populations et leur donne la possibilité de s'exprimer de façon démocratique et souveraine. C'est diluer la souveraineté et casser les régulations. Donc, effectivement, il y a ces éléments-là qui existent. Par ailleurs, il y a quand même des tentatives. J'ai parlé de la défense, je ne vais pas vous en faire encore un paquet d'une heure, mais dans le domaine de la défense, c'est un vieux sujet. Hollande disait on relancera l'Europe par l'Europe de la défense. À un moment, il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Donc, en tout cas, pas tout de suite. Eh bien, leur idée, oui, c'était de dire on va mettre en commun des industriels de défense. Alors, le problème en plus, c'est qu'il y a ceux qui y croient complètement et qui, à la rigueur, mais dans la construction de ce projet politique, disons Europe de la défense, il y a tous ceux qui le font avec une idée derrière la tête, qui est que, par exemple, dans ce domaine industriel très spécifique, la France est en gros l'une des rares nations crédibles. En gros, on sait à peu près tout faire, des chars, des avions, etc. Ouais. Les autres ne savent pas le faire. Donc ils se disent, on va mettre en commun, on va le faire, puis le moment venu, on vous dira au revoir et merci, et on vous aura piqué votre savoir-faire, grosso modo. Donc, non seulement on est contre cette idée fédérale par réalisme, par souci démocratique, par souci anticapitaliste, mais aussi par souci de jouer avec les mêmes règles que ceux qui, en face, ont bien l'intention de continuer à être en compétition avec nous. Et évidemment, dans ce domaine-là, les Allemands sont les premiers. Mathieu, je voulais faire une bonne fin. Bonsoir, moi c'est Mathieu, donc je suis membre aussi du groupe d'action de Fontenay. Donc je voulais faire le petit mot de la fin en vous remerciant bien sûr d'être venu ici vous écouter et d'écouter les trois interventions de nos intervenants ici présents. Et donc moi je suis militant depuis très récemment et je suis quelqu'un de jeune, j'ai 23 ans et 23 ans c'est jeune et on peut se mobiliser à cet âge-là parce que j'ai entendu des mots forts prononcés par notamment Jean-Luc Mélenchon qui nous a dit faites mieux ou alors abattez la citadelle. Et c'est des mots qui ont résonné dans mon fort intérieur et qui m'ont motivé à se mobiliser. Et plus nous arriverons à envoyer des députés européens au Parlement, plus nous aurons d'actions possibles. Nos trois intervenants nous l'ont montré. Nous avons réussi à gagner des victoires.
notamment au Parlement européen, mais même à l'Assemblée. Donc plus nous aurons de députés, plus nous aurons une force puissante pour réformer et promulguer des lois en faveur du peuple, et pas uniquement de la classe bourgeoise et des riches. Je vous invite à prendre une petite collation, un petit pot sur ma gauche ici, donc ça sera sur votre droite. Et bien sûr, au fond de la salle, à côté de l'entrée, vous pourrez vous inscrire vos noms, vos prénoms et coordonnées pour qu'on vous informe de notre réunion publique dans ce format-là. Et si vous voulez militer avec nous sans contenir dans le groupe d'action. Merci à tous.